Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique du dernier film de Ridley Scott, Napoléon. Film que j'attendais énormément mais avec une immense impatience puisque la bande-annonce m'avait hypé de dingue. J'aime beaucoup Joaquin Phoenix, j'aime beaucoup Ridley Scott, j'avais beaucoup aimé son dernier film, Le Dernier Duel, que j'avais trouvé très bon. Voilà, c'est un personnage en plus, pour ceux qui ne savent pas, voilà, je suis professeur d'histoire-géographie dans la vie. Et je suis donc assez intéressé par les films historiques et un film sur Napoléon ne peut pas me laisser insensible. J'aime l'histoire de France, j'aime les grands personnages de l'histoire de France. De toute façon, les grands personnages comme ça, vraiment absolus de l'histoire de France, il y en a souvent, pour moi il y en a vraiment 4 qu'on peut identifier qui sont vraiment au-dessus un peu de la mêlée. Vous avez Charlemagne, vous avez Napoléon, vous avez Louis XIV, et puis vous avez Charles de Gaulle. Voilà, c'est vraiment les 4 gros personnages qui peuvent être limite repris dans d'autres films ailleurs, etc. D'ailleurs, il y a eu une série Versailles faite par Canal+ sur Louis XIV, etc. C'est pour dire que c'est des personnages qui sont hors normes, qui dépassent le cadre simplement même de l'histoire juste de France, etc. C'est des personnages qui ont dépassé leur cadre, comme Alexandre le Grand, Jules César, etc. etc. Des personnages qu'on peut exploiter ailleurs, chez d'autres personnes. Et là, donc, c'est un réalisateur anglais qui décide de faire un film sur Napoléon, ce qui pouvait inquiéter. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'ai remarqué tout de suite, je commence ma critique là-dessus, c'est que ce n'est pas tourné en France, ça se voit, les décors, voilà, ça se voit, c'est comme ça, mais bon, honnêtement, c'est pas trop grave, on en reparlera parce qu'il y a d'autres choses qui m'ont plus gêné par la suite. Mais déjà, de quoi ça parle, le film Napoléon? Alors, je vais pas spoiler, mais c'est compliqué de pas spoiler un film historique, parce qu'à quel point on spoil ou on spoil pas. C'est-à-dire que si je vous dis que Napoléon est devenu empereur, c'est un spoiler ou c'est pas un spoiler? Parce que pour moi, c'est pas un spoiler. Est-ce que si je vous dis que Napoléon a pris une peignée à Waterloo, j'estime que c'est pas un spoiler, c'est de l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est historiquement, ça fait en fait 200 ans que le spoil existe en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, je vais quand même rester dans cette partie-là, dans des choses où je ne vais pas rentrer dans le détail exact, parce qu'il y a des choses que je vais réserver pour la petite partie spoiler, mais je pense que la partie spoiler sera très courte, parce qu'en fait, pour moi, c'est un film qui ne se spoile pas. En tout cas, je ne pense pas pouvoir vous spoiler quelque chose de ce film, sauf sa fin, parce que sa fin c'est hyper important, et puis 2 éléments majeurs qui, là, je peux pas vous le raconter sans spoiler des choses que on voit pas dans la bande-annonce et qu'on voit pas, et qu'on connaît pas, on va dire pour le grand public. Donc c'est pour ça que je passerai en partie spoiler pour ces 3 petits éléments, mais on en reparlera à la fin. Alors de quoi ça parle? Bon, c'est très simple, c'est l'histoire de la vie de Napoléon, de officiers qui assistent, d'ailleurs ça n'est pas vrai, mais bon, ça n'est pas arrivé, mais qui assistent à la mort de Marie-Antoinette, à qui on coupe la tête. Et il va s'illustrer sur différents champs de bataille, sur différentes opérations. Puis, on va le voir évidemment franchir les échelons, faire son coup d'état, devenir premier consul, empereur, et la chute de foi. Alors, ça, c'est le résumé que j'ai vu, mais en même temps, je pense que le résumé le plus juste, c'est l'histoire d'un homme qui rencontre la femme de sa vie, Joséphine, la femme de sa vie. Et on va voir cette relation énormément, c'est-à-dire que c'est vraiment la moitié du film. La moitié, c'est de l'histoire, l'autre moitié, c'est de la romance. Ce qui, pour des passionnés d'histoire comme je peux l'être, peut parfois être un peu déroutant peut-être. Ceci étant, est-ce que j'ai aimé ou pas? Comme ça va vous donner un indice. Déjà, je vais commencer par un truc. J'étais très hypé par le film quand j'avais vu la bande-annonce. Oh là là que j'étais hypé. Quand j'ai vu les premières scènes de bataille, je me suis dit ça va être stylé. J'ai vu la mise en scène, c'est stylé. C'est stylé. Il y avait plein de points qui me... Voilà. Alors, on ne voyait pas la musique. La musique est ratée, je le dis maintenant tout de suite parce que je ne veux pas l'oublier, mais la musique est ratée. Malheureusement, il n'y a aucun titre musical qui sublime les scènes dans lesquelles on est. C'est dommage. Parce que vraiment, on aurait pu, parce que je pense qu'il y avait des scènes juste avec une musique incroyable, on sublime ce qu'on a. Et pareil, la couleur est un peu terne très souvent, c'est dommage. Mais bon, ça c'est voilà, mon côté passionné de cinéma qui aimerait bien voir des choses, par exemple, des couleurs plus vives, etc. Parce que là, c'était souvent très terne, très souvent, et c'est dommage. Parce que je comprends que ça puisse être terne quand on est en plein milieu de l'hiver, en plein milieu de la Russie, ça je peux comprendre. Mais dans d'autres passages, je trouve que c'est vraiment dommage. Bon. Mais, alors, peu importe ce que vous pensez du personnage, que je vais citer maintenant, parce que je sais que c'est un personnage qui n'est pas aimé, etc. Bon, ok.
mais au moins lui il essaye de se battre pour que les objets appartenant à Napoléon ne se baladent pas partout sur la planète et que ça soit racheté par n'importe qui. Pierre-Jean Chalencon est allé voir le film. Pierre-Jean Chalencon qui est quand même, voilà, on peut dire ça, vous pouvez ne pas l'aimer. Hein. Voilà. Moi je n'ai pas une admiration particulière pour le personnage ou peu importe, mais en tout cas ce qu'il fait, quand même je reconnais. Et il est allé voir le film Napoléon en avant-première, et ce qu'il en a dit m'avait énormément intrigué. Encore plus. Il est arrivé, il est sorti, il a dit « J'ai adoré le film ». Bon, c'est intéressant, parce qu'un film qui commençait déjà à se faire désosser dans tous les sens à cause de sa véracité historique, sa vérité, etc. Mais il était content. Vraiment, il était satisfait, et il disait beaucoup de bonnes choses. Il a fait 2 remarques. La première, c'est qu'il dit « C'est quand même un film, par contre, qui donne une place énorme à Joséphine. » Et certes, elle a été la femme de l'empereur, elle a compté beaucoup dans sa vie, mais pas à ce point-là. Bon. Est-ce que c'est un mal? On va en parler. Parce que pour moi, ça dépendait de ce que Ridley Scott voulait montrer. Je vais en parler juste après. Deuxième point, il dit, pour la question de la véracité, il y a des choses qui peuvent interpeller, des choses qui peuvent... Voilà. Maintenant, il avait dit aussi, c'est un film qui est épique, qui est généreux, et qui t'en donne pour ton argent, entre guillemets. C'était un peu les 2 propos qu'il avait tenus. Je vais revenir sur ces 2 propos parce que pour moi, je ne suis pas totalement d'accord, sauf évidemment sur la place de Joséphine, mais je vais y revenir. Déjà sur le côté épique. Je trouve que c'est un film qui, paradoxalement, alors que c'est un film qui insistait beaucoup dans sa bande-annonce sur les batailles, sur la guerre, je trouve que c'est un film qui ne parle pas de la guerre. Je suis désolé. Napoléon, c'est un homme qui a conquis une grande partie de l'Europe et qui terrorisait l'Europe, qui était en train de mettre des peignets à tout le monde. Ça, c'est pas du révisionnisme, c'est comme ça que c'est en train de se passer. Et d'ailleurs, ils vont lui le faire payer cher. 2 fois. Mais c'était un homme qui était en train de dominer l'Europe de façon marquée, remarquée, manifeste. Ça ne se sent pas. Ça ne se sent pas. On ne sent pas Napoléon représenter une menace pour l'Europe, sauf une scène où on voit les différents représentants de la coalition qui, quand ils entendent parler du retour de Napoléon, ils ont peur. Mais vu qu'on n'a pas vu pourquoi ils ont peur, enfin pourquoi ils ont raison d'avoir peur par rapport à ce qu'on a vu avant, eh ben on ne comprend pas pourquoi ils ont peur. Je suis désolé, Napoléon n'impressionne pas dans ce film. Et ça, c'est dommage, parce que s'il y en a bien un, c'est-à-dire bien un personnage historique qui peut vraiment en impressionner, qu'on peut vraiment rendre messianique le héros, c'est Napoléon. Mais vous allez me dire, ah bah là, voilà, je vous vois déjà écrire, ça c'est bon, c'est un passionné de Napoléon, etc. Et donc il est déçu. Bah pas du tout. Bah, je vais vous surprendre, mais pas du tout. Parce qu'en fait, l'enjeu n'est pas là. C'est qu'en fait, Ridley Scott, il s'est posé, il a dit 2 choses. Il a fait 2 choses. Voilà. Ça se voit. Il a dit, je vais faire des batailles qui vont rythmer la vie de Napoléon parce que c'est un homme qui fait la guerre. C'est comme ça, il fait la guerre. Dommage, on ne sait pas vraiment pourquoi. Parce que des moments, par exemple, il te parle même de la paix. Bah, des trucs comme ça, je veux la paix. Et puis, bah, on comprend pas tellement, parce que chaque fois qu'on le voit, il fait la guerre. Tu te dis, il veut la paix et il fait la guerre partout. Bon. Parce que, par exemple, on comprend pas, il laisse pas le code civil derrière lui. Tu vois, j'aurais aimé qu'il le dise quand même, ça ne demandait pas 150 millions d'années quand même de préciser, voilà. D'ailleurs, la période du consulat, vous oubliez, c'est vraiment une catastrophe, c'est un accident industriel. Moi, j'adore la période du consulat, surtout que c'est une période hyper intéressante, et c'est dommage. D'ailleurs, aucun de ses conseillers, de ses amis, de ses proches, ne sera caractérisé, il n'y a que 2 personnages qui sont caractérisés, plus un, qui n'est pas un de ses conseillers, c'est pour moi le tsar de Russie, que j'ai trouvé très bien. Et le reste, malheureusement, ils n'ont quasiment aucune personnalité. Le frère de Napoléon, il apparaît un moment, hop, au revoir. Robespierre, il apparaît 2 fois, hop, au revoir. Il y a trop de personnages qui, en fait, en réalité, n'ont absolument pas de gras, qui n'ont rien, qui ne développent rien, on ne les rend pas attachants. Peut-être que là, une version longue, parce qu'il y a une version longue qui va arriver sur Apple, peut régler ce problème, mais là, il n'y a que pour Napoléon et Joséphine. Mais ça, c'est un parti pris, et on le sent dans le film. C'est que il veut donner du temps à Joséphine, beaucoup, et à Napoléon, et à leur relation entre les deux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez les scènes de bataille, il n'a pas essayé d'en faire un grand homme. Ah non, c'est pas le but, c'est pas le projet. Le projet, c'est d'en faire un homme qui est au-dessus des autres. C'est un homme au-dessus des autres. C'est pas juste le héros, la légende, etc. C'est vraiment, il est au-dessus des autres. Il est au-dessus. Et en même temps, eh ben, cette position, il l'a placée quand même au-dessus, fait qu'il ne tisse aucun lien avec personne.
Tu ne le vois jamais sympathique avec un de ses généraux. Tu ne le vois jamais sympathique avec un de ses proches. Tu ne le vois très peu sourire. Il sourit jamais, Joaquin Phoenix, quasiment jamais. Peut-être une fois ou deux. Je parle avec d'autres gens que Joséphine. Par contre, dès qu'il est avec Joséphine, il pleure, il sourit, il est ému, il a des émotions, il parle de ses enfants, de l'enfant qu'il aimerait avoir, il parle de plein de choses, etc. Et c'est ça qui le rend humain. Et en fait, quand on arrive à la conclusion, c'est pour ça que je vous parlerai en spoiler de la conclusion, on comprend pourquoi. Ridley Scott n'a pas voulu faire de Napoléon un impérialiste qui en met plein la vue parce que les batailles, parce que machin, parce que truc, la gloire, tout ça. Non, c'est un homme qui fait la guerre. Point. Il fait la guerre. Et il l'a fait bien. Ça, il l'a fait bien. Mais il fait la guerre. C'est un parti pris que moi je regrette parce que pour moi, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. D'ailleurs, il va en parler un petit peu, le blocus, machin, mais c'est très peu, c'est juste une phrase comme ça balancée, mais on ne comprend pas vraiment le raisonnement, etc. C'est dommage. Parce que je trouve que le personnage de Napoléon, en fait, il y a rajouté de l'épaisseur grâce au personnage de Joséphine. Et que si ce personnage n'avait pas pris autant de place dans sa vie, d'ailleurs, il va faire beaucoup, même quand Joséphine va partir, parce qu'elle va partir à un moment donné, eh ben, il va continuer de travailler sur le personnage de Joséphine, même en dehors de la présence de Napoléon. Il va prendre des énormes libertés qui, moi, me gênent, notamment sur son retour. Alors ça, moi, j'ai pas pu l'accepter, je suis désolé, j'y arrive pas. Le retour sur la période des 100 jours, j'ai eu envie de crever. Je suis désolé, c'est pas possible. Il est sur l'île d'Elbe, ce n'est pas possible. Désolé. Non, voir cet homme revenir pour la raison pour laquelle il revient, non. Surtout qu'historiquement, c'est pas vrai. Et déjà, voilà, ça peut pas être possible. Donc ça va pas. Mais surtout, ça enlève tout le côté absolument génial de la scène que j'adore d'ailleurs dans la série avec Christian Clavier, qui est une série qui est discutable, qui a des qualités, des défauts, etc. Mais la scène où il revient pour les 100 jours, et que là, il voit l'armée s'approcher de lui et qu'il s'arrête et qu'il dit ce fameux discours de voilà, aujourd'hui, aucun sang français ne sera versé. S'il y en a un d'entre vous qui veut tuer son empereur, qu'il tire immédiatement. Et personne ne tire et tout le monde se prend dans les bras. Cette scène existe dans le film, mais elle est absolument pas belle. Elle est pas... Parce que vu qu'il n'a pas créé d'attachement avec des soldats, avec des gens, etc., elle est pas belle cette scène. Alors que dans le film de Napoléon, dans la série Napoléon avec Christian Clavier, elle est belle. Parce qu'il a tissé des liens avec ses généraux, il a tissé des liens avec des gens, etc. Là, malheureusement, on va ne le voir tisser aucun lien avec personne. Ni son frère, ni ses principaux conseillers, ni son principal conseiller. Parce que globalement, quand vous regardez la fiche technique, bon, il y a Colincourt, bon, qui est là, ok. C'est vrai qu'il est un peu plus présent que les autres. Mais c'est pas une folie. Barras, franchement, c'est pas terrible. Il y a Lucien Bonaparte, mais oublié totalement. Il apparaît au tout début et après plus personne. Et alors, bon, j'en ai parlé, pour moi, un des personnages qui s'en sort pas mal, c'est le tsar de Russie. Parce que le tsar de Russie, lui, il a le droit à un peu plus. Ouais, franchement généreux, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je ne sais pas expliquer pourquoi Ridley Scott lui a donné du temps. Mais lui, il va avoir le droit à la fois des scènes avec Napoléon et même une scène avec Joséphine. Incroyable. Et donc forcément, il va y gagner, lui. Parce que lui, il est dans ce cercle de proximité, ce cercle important, ce cercle de gens et de choses sur lesquelles Ridley Scott a vraiment insisté. C'est le seul. Le reste, aucun d'entre eux n'aura cette chance, entre guillemets. Pareil, moi je suis un grand fan de la mise en scène, et j'ai trouvé que dans la bande-annonce, il y avait des plans incroyables. Et bah au cinéma, il y avait des plans incroyables. Le plan du sacre, il est magnifique. Il est sublime, le plan du sacre. Mais quand Napoléon revient, il fait le coup d'état. Coup d'état qui est pour moi la meilleure chose du film. Il est génial, le coup d'état. Super bien fait. C'est épique, c'est intense, c'est super bien fait. C'est vraiment ce qu'il a fait de mieux pour moi dans le film. Et la scène du sacre. Et entre ça et la scène du sacre, mais c'est un enchaînement. C'est là que je pense qu'en fait, parce que c'est un film qui va être diffusé sur Apple, et il va y avoir quasiment 100 minutes de plus, je crois, un truc comme ça. Même plus, 120 minutes de plus. C'est énorme, 2 heures de plus, vous imaginez? Donc moi j'ai hâte de le voir parce que j'ai hâte de m'y replonger. Et il récupère donc, voilà, il arrive à Paris, voilà, il a été élu premier consul, etc. Ok, très bien. Il installe le consulat, qui n'est jamais évoqué plus que de raison, etc. Boum, scène suivante, il rencontre un de ses principaux conseillers qui lui conseille de devenir roi.
Napoléon se fout de sa gueule, boum, scène suivante, sacre. Sacre pour être empereur. Mais honnêtement, quelqu'un qui serait pas attentif, il pourrait croire qu'il est devenu roi, hein, quelqu'un qui serait pas attentif. Parce que c'est tellement pas précisé qu'il est empereur, on le précise après évidemment, ce qu'on appelle l'empereur, mais voilà, il lui dit roi, il se fout de sa gueule, et hop, boum, il y a un sac quand même avec une énorme couronne, tout ce que tu veux, tu te dis quand même, si t'es pas attentif, c'est pas le moment de roupiller quoi. Mais c'est dommage, parce que là ça donne pas, par exemple, on voit pas le projet de Napoléon pour la France. Et puis le deuxième problème, et alors ça c'est un problème majeur pour le film, c'est qu'on ne sent pas Napoléon aimer la France, aimer les Français, aimer son pays, etc. C'est très léger, alors on le voit dans le retour des 100 jours un tout petit peu, ouais, il touche la terre, etc. Bon ok, mais globalement je trouve qu'on ne sent pas aimer la France. Et c'est triste quand même. Pour un film qui quand même porte un personnage comme celui-là, c'est dommage, c'est vraiment dommage. On ne le voit jamais avec des Français. Des Français, même avec ses soldats, avec ses officiers, etc. Comme je vous le dis, on ne le voit jamais avec personne en fait. Ou alors les gens qui sont là, par exemple s'il fait une soirée, etc., ne lui adressent pas la parole. Ne lui parle pas. Personne ne parle avec Napoléon. Mais il a le Covid, c'est pas possible, putain. Pardon, je suis un peu grossier, mais on a l'impression qu'il a le Covid, Napoléon. Non mais c'est un déconné, il a pas le Covid, hein, ça se saurait. Ou alors c'est une variante du Covid qu'on connaît pas. Et les historiens vont être contents de le savoir, mais c'est dommage, personne ne parle avec Napoléon. Et je vous rassure, on peut quand même parler à cet homme, c'est pas interdit par la loi. Et puis pareil, on sent pas la dictature. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en avait qui pensaient que ce serait un film contre Napoléon. Mais c'est ni un film pour ni un film contre, hein, je vous rassure, c'est ni un film à la gloire de Napoléon, et c'est ni un film contre Napoléon, parce que bah voilà, il n'a pas insisté plus que de raison sur voilà, et on sent pas la dictature, hein, vu qu'on ne voit pas le peuple de toute façon, donc on risque pas de sentir la dictature. Parce que quand dans le vase clos dans lequel il vit, il n'y a pas de dictature, hein, c'est sûr et certain, tout le monde vit bien. Donc on sent pas la dictature, on sent pas vraiment ce que c'est que l'Empire. Évidemment, on parlera pas de l'esclavage, on ne parlera pas du code civil. Pensez-vous, qui veut parler du code civil à part moi? On parle pas des préfets, on parle pas du lycée, on parle pas de plein de choses. Napoléon, c'est quelqu'un qui a construit aussi. Et il y a juste un moment où il le précise, où il dit qu'en fait l'élection de Napoléon, enfin le choix de Napoléon, l'arrivée de Napoléon, c'est vraiment l'idée que il veut être dans la continuité des idées de la Révolution. Si vous avez fait un cours de quatrième un jour avec un professeur d'histoire qui n'est pas devenu complètement fou, il va normalement vous raconter que voilà, Napoléon c'est à la fois une rupture et une continuité, et dans la continuité de la Révolution il est en rupture parce qu'il a apporté des choses, qu'il a récupéré de la royauté, qu'il a récupéré des régimes autoritaires, voilà, etc. Mais il a aussi apporté des choses en rapport avec l'égalité, et notamment le code civil, qu'il va essayer d'amener partout dans les pays qu'il va conquérir, qu'il va prendre. Mais je suis désolé, tous les pays qu'il va prendre par exemple, vous l'avez senti vous, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, cette marche sur l'Europe, ce côté je domine ce continent, bah non. Et par exemple une des scènes qui est super stylée, c'est son arrivée à Moscou. Allez, qu'est-ce qu'elle est stylée cette scène. Mais elle est stylée, mais je trouve pas qu'elle manifeste de façon absolue que Napoléon c'est le boss ultime du game. Et ça je pense que ça manque, mais comme je vous l'ai dit, vu que c'est pas son but, parce que son but c'est de montrer la guerre froide, avec les couleurs froides, cruelles, etc. Et je pense que ça, honnêtement, c'est extrêmement bien fait. Alors maintenant, bon, je vous ai dit un petit peu tout ce que je pensais de négatif, pourtant je vous ai quand même parlé aussi de ce que j'aimais bien. Pourquoi j'ai bien aimé? Bah parce que déjà, honnêtement, les scènes de bataille sont plutôt stylées. Il y a des libertés qui ont été prises, mais les scènes sont stylées. Il y a des choses qui m'interpellent, des choses qui peuvent m'interpeller, notamment sur la bataille de fin, mais c'est un compliment que je lui fais, la bataille de fin à Waterloo m'a fait énormément penser à la bataille de fin de la série Spartacus, pour ceux qui l'ont vu. J'adore la bataille de fin de Spartacus, je la trouve absolument sublime. Évidemment, là, vous imaginez avec beaucoup plus de moyens, du pognon et tout ce que vous voulez, c'est magnifique. Et surtout parce qu'il y a vraiment ce que j'aime dans une bataille, et voilà, là je trouve que c'est vraiment, on en a pris dans la gueule. Et la toute première également, avec d'autres, comment dire, il y a d'autres façons de voir la guerre, et voilà, quand il assiège Toulon, je trouve que là, on voit le stratège et le tacticien militaire, qu'on ne reverra pas tellement après, malheureusement. On ne le verra pas sur ces batailles suivantes, par exemple, ces grandes victoires. On sent pas, tu vois, que c'est la démonstration de l'intelligence napoléonienne et tout, ça c'est un peu dommage. Bon. Je vous ai peu parlé de Joséphine, alors que pour autant, je vous ai dit, Joséphine elle fait 80% du film et je vous en ai pas parlé. J'y arrive. Je reviens pas sur la musique qui est décevante, je reviens pas sur les couleurs qui sont décevantes, etc. J'arrive enfin sur Joséphine. J'ai beaucoup aimé le personnage. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé intéressante, je l'ai trouvé très juste. Ce qui est dommage, c'est que c'est pareil. Joséphine, elle ne parle qu'à Napoléon. Et elle n'échange qu'avec Napoléon, ou
avec un autre personnage parce que voilà, il faut que Napoléon revienne pour régler un problème de coucherie. Ça fait plaisir, hein, ça arrive même au plus grand, regardez, donc tout va bien. Bon, c'est dommage. Pareil, je pense que ça manque d'interaction avec d'autres gens. Ça manque d'interaction. Peut-être qu'ils avaient tous le Covid, hein, c'est possible. Mais surtout Napoléon. Napoléon, qu'est-ce qu'il a le Covid, c'est incroyable. Enfin voilà. Qu'est-ce que je vous dis Ah oui. Ce que j'ai adoré aussi, donc pour Joséphine, c'est que il y a deux choses que j'ai trouvées assez impressionnantes. C'est toutes les scènes où ils sont vraiment dans cette forme d'intimité. C'est touchant. C'est vraiment super sympa. Et souvent, c'est vraiment à propos. Et ça donne du gras, comme je vous le disais, au personnage de Napoléon. S'il n'y aurait pas ça, honnêtement, ça serait une catastrophe. Et puis, deuxième point, c'est que ce dont je ne peux pas vous parler, mais c'est surtout, je trouve que sa disparition, en tout cas sa disparition dans la vie de Napoléon au fur et à mesure, et bien en fait, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'elle n'est plus au premier plan, mais elle est toujours là. Et ça, j'ai trouvé presque que sa présence était de trop, et même de trop pour moi vers sa conclusion, la conclusion du film. Là, je pense que c'était de trop, mais vraiment de trop. J'aurais préféré que ça soit fait d'une autre manière. Je trouve que là, déjà, ça a gâché le retour des 100 jours. Et ça, je ne peux pas lui pardonner. Je suis vraiment désolé. Ça, je m'en remets pas. C'est pas possible. Parce que cette décision qu'il a prise de vouloir absolument faire un lien entre les 100 jours et Joséphine n'est pas... déjà, ce n'est pas véritable. Et ça ne fonctionne pas, malheureusement. En tout cas, chez moi, ça n'a pas fonctionné. Enfin, pour conclure, avant de passer en partie spoiler, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que c'est un film qui a eu une idée sur le personnage de Napoléon et qui l'a traité comme il se doit. C'est-à-dire, il a voulu montrer la guerre version Napoléon et dans son côté sombre, pas dans son côté épiquement épique du héros. C'est pour ça que je vous expliquais que Pierre-Jean Chalencon, je n'étais pas d'accord, parce que pour moi, c'est pas l'épique, c'est l'horreur qui vraiment ressort de ça. Et il a voulu insister sur la relation Napoléon-Joséphine, savoir comment ça a construit l'homme qu'il est. Il y a beaucoup de scènes où chacun se dit voilà, qu'est-ce que tu ferais sans moi, plus ou moins, en gros c'est des variantes comme ça, et que sans moi tu ne serais rien. Voilà, c'est beau, je trouve que c'est bien fait, et c'est assez sympa, et c'est cool, même si Joséphine a trop de place dans le film par rapport à ce qu'elle aurait mérité. Je pense que franchement, on aurait mis un poil moins, et qu'on aurait travaillé les autres personnages qui en avaient tellement besoin. J'espère que la version longue réglerait ce problème, parce que peut-être que dans cette version longue, on a beaucoup plus de scènes les concernant. Moi, j'espère que la version longue ne concerne pas des scènes en plus avec Joséphine. Je suis désolé, mais là, on en a, c'est bon, on en a pris énormément. Je suis très content de l'avoir, vraiment. Mais il faut travailler les autres personnages, on en a besoin, s'il vous plaît. Voilà. On va passer maintenant en partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, bah, partez, parce que je vais quand même spoiler des trucs qui sont quand même importants. Même si, comme je vous l'ai dit, c'est des trucs historiques. Donc, forcément, pour moi, vous risquez rien. Mais voilà, ceux qui veulent vraiment rien savoir, bah, je vous passe en partie spoiler. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous la partager. Et maintenant, on se retrouve en partie spoiler. Alors comme je vous disais, je vais revenir sur 3 points dans cette partie spoiler. J'espère qu'elle ne va pas être trop longue, normalement c'est pas le but. Déjà juste, premier point, avant de rentrer vraiment dans le détail, je pense que la série Apple, comme je disais juste avant, peut régler un grand nombre de problèmes, notamment sur le consulat, comme je l'expliquais tout à l'heure. J'aimerais qu'on voit beaucoup plus de choses sur le consulat. J'aimerais qu'on voit beaucoup plus de choses sur la période de la Révolution. J'aimerais qu'on voit beaucoup plus de choses sur des interactions avec d'autres gens, avec des gens. Voilà. Peu importe qui c'est, des officiers, ses principaux seconds, peu importe, mais des gens qui ont une importance capitale dans le récit. Aujourd'hui, je suis désolé, mais Colincourt par exemple, qui est un personnage hyper intéressant, et ben honnêtement, il a strictement rien à défendre. Mais j'expliquais tout à l'heure que j'allais voilà, rentrer en spoiler pour pouvoir vous raconter 2-3 trucs. Il y a un personnage, je vous expliquais tout à l'heure, qui s'en sort mieux que les autres, en dehors de Napoléon Joséphine. C'est le tsar de Russie. Pourquoi? Parce qu'il a, lui, il a la chance d'avoir plusieurs scènes avec Napoléon, en privé, où vraiment ils discutent, où vraiment ça parle. Et il a une scène avec Joséphine, où il vient la voir et tout, ça apparaît dans la presse. Et là, j'ai failli canner. Parce que Napoléon, il voit ça, déjà, bon, il était cocu au début. Là, il voit ça, hop, son sang ne fait qu'un tour, il décide de revenir. Non, non, il ne revient pas pour prendre le trône. Hein. Il ne vient pas parce qu'on lui demande de revenir, etc. Louis XVIII, c'est limite si il a 15 secondes à l'écran, mais voilà, machin, c'est normal, hein. Bon, ok, pourquoi pas, mais je trouve c'est terrible. C'est 100 jours, il ne revient pas pour prendre le pouvoir. Alors, c'est ce qu'il va faire. Mais non, non, il vient pour voir Joséphine, hein. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il va
En gros, il est prêt à se mettre le monde entier à dos, parce qu'évidemment, en revenant, voilà, il se met le monde entier à dos, pour revenir pour voir Joséphine. Là, c'est de trop. Là, c'est de trop. Je suis désolé, c'est de trop. Et puis surtout, il arrive, elle est canée. Bon, dans la vraie vie, elle est déjà morte. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Elle est déjà canée, elle est morte, elle est décédée, ça fait déjà, je crois, plus d'1 an de mémoire. Donc en vrai, ça risque rien. Ah, ça risque rien, c'est sûr et certain. Non mais franchement, là, c'était pas nécessaire. Il a voulu faire en sorte que ça se rejoigne, mais non, ça va pas se rejoindre. Bon. Ensuite, je disais, deuxième chose, donc ça va pas. Parce que le retour des 100 jours, où, comme je vous le dis, on comprend pas à quel point, voilà, c'est le peuple, enfin, on vient le chercher, etc. Et puis c'est vraiment le retour du héros, tout ce que tu veux. Mais comme je vous l'ai dit, vu que Ridley Scott, c'est pas son projet, bon ok. Et je vous expliquais, c'est ma passe décisive, c'est que vu que c'est pas son projet de montrer un héros, c'est l'objectif, c'est quoi? Ben, c'est de montrer les horreurs de la guerre. Et ça, honnêtement, on pourrait faire une partie là-dessus, les horreurs de la guerre. Pourquoi? Parce qu'à la fin, je vous expliquais que j'allais spoiler la fin, à la fin, Ridley Scott affiche le nombre de morts provoqués par les guerres napoléoniennes. C'est-à-dire qu'il te prend chaque attaque et il te fait une sorte d'addition, voilà, il y a eu tant de morts, tant de morts, tant de morts, tant de morts, la campagne de Russie, tant de morts, etc. Et voilà, ça c'est le bilan de Napoléon. Et c'est ce que je vous expliquais, c'est que Ridley Scott, excusez-moi, dans le film Napoléon et sur Napoléon, n'a pas essayé de raconter le côté épique de la guerre, mais la mort par la guerre. Ce qui fait que je m'y attendais pas, mais il montre la violence de la guerre. On voit du sang, on voit des gens en train de souffrir, on voit la scène sur la glace. J'avais vu un tout petit peu on avait vu dans la bande-annonce et tout, mais en vrai, on n'avait rien vu. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Ah, et c'est le seul moment d'ailleurs où la couleur, parce que comme je vous l'ai dit, l'image est tellement terne que d'un coup, il y a du rouge comme ça qui apparaît dans l'eau et tout, et ça, tu vois, ça pète, parce que là, d'un coup, il y a de la couleur, parce qu'il y en a tellement peu que d'un coup, il y a de la couleur. Et je pense que c'est pas anodin le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de couleurs. C'est un choix, parce que là, d'un coup, bam! C'est un peu comme dans une moindre mesure, mais dans Sin City, tu vois, dès que d'un coup, tu avais du rouge, d'un coup, c'était du sang, d'un coup, c'était des lèvres rouges, etc. C'est pas comme ça, parce que c'est pas en noir et blanc, mais vous comprenez un peu l'idée. C'est-à-dire que d'un coup, la couleur, pam! Et encore, elle est pas pétante encore, hein, elle est pas pétante, mais tout de suite, ça attire le regard. Ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de... C'est très violent, on voit des soldats souffrir. Dans du sac de Toulon, on le voit beaucoup. On voit même un cheval et tout. Enfin, vraiment, il est quand même allé à 200 à l'heure. Je veux dire, voilà, vraiment, c'est assez dérangeant. Et il montre vraiment ça. Et je pense que ce parti pris-là est trop négligé. En tout cas, j'ai pas l'impression de l'avoir vu sur Internet, que vraiment son objectif c'était pour moi, en tout cas selon moi, hein, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que d'autres seront pas d'accord, mais pour moi, Ridley Scott a voulu montrer les horreurs de la guerre. Pas le côté épique de Napoléon, mais les horreurs de la guerre. Et je trouve que ce postulat, il est totalement respecté. Et là-dessus, la promesse est tenue. La promesse est tenue. Et c'est pour ça, ceux qui vont voir ce film pour aller voir l'empereur, le grand héros, Napoléon, etc., vous serez peut-être déçus parce que c'est pas ça que Ridley Scott nous a offert. Par contre, Ridley Scott nous a offert d'autres choses. Il nous a offert un grand, comme je vous l'ai dit, un personnage humain, amoureux, etc. Voilà, ok. Et il nous a offert les horreurs de la guerre. Et ça, c'est les deux choses qu'il a fait. La guerre et l'amour. Et c'est pour ça que je pense que je vais mettre ça dans le titre. Je pense que j'ai dû mettre Peace and Love. Ou en tout cas un truc comme ça. Parce que c'est un peu ça en fait. Ou alors même War and Love, un peu dans l'idée. Mais tu as de la guerre et de l'amour. Le reste, tu n'as malheureusement rien. Comme je vous l'ai dit, tu n'as pas d'amitié. Tu n'as pas de discussion. Tu n'as rien si ça ne concerne pas l'amour ou la guerre. Tu n'as pas le droit au chapitre dans ce film. Et ça, c'est l'erreur de Ridley Scott. Mais par contre, dans sa volonté de faire ça, c'est très bien fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. J'espère que ça l'est. Et pour ça que je pense que si la version d'Apple complète ça, c'est-à-dire complète ça un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, où je trouve que par exemple les versions longues ont apporté des choses, ont apporté du gras au personnage et tout, et ben je pense, notamment je pense au personnage de Faramir, etc., je trouve que ça lui rapporte beaucoup, et ben là si jamais on apporte du gras aux autres persos, je pense que le film peut être vraiment excellent. Parce que pour moi il était déjà bon, sans être exceptionnel, mais il est bon. Je pense que là, si on donne du gras à tout le casting autour, à son frère, etc., comme je vous le disais, à ses principaux conseillers, à ses proches, je pense qu'on peut avoir un film bien plus intéressant, qui nous passionnera plus. On verra un Napoléon plus humain, un Napoléon peut-être encore plus attachant, pas uniquement juste amoureux mielleux, mais plus attachant. Et ça, je pense que c'est quelque chose
que j'aimerais voir et j'ai hâte, j'espère qu'il y aura ça. Je serais déçu que dans la version d'Apple, en fait, dans la version de 2 heures de plus, ils se disent en fait ces 2 heures je vais les remplir avec encore plus de Joséphine et encore plus de Napoléon. Je pense que c'est une erreur. J'espère que ce n'est pas ça. J'espère qu'en fait il a retiré les choses qui pour moi devraient compléter ce film, donner de l'importance aux personnages avec lesquels il parle. Je trouve ça dommage, notamment tous les personnages avec lesquels il prépare le coup d'état au tout début. On en parle beaucoup, puis d'un coup ils disparaissent de la circulation. Vraiment, c'est dommage, parce que c'est quand même des personnages qu'on voit un peu au début, qui sont là, ils discutent avec lui et tout, et puis après d'un coup ils sont plus présents et on s'en fout quoi. Ensuite il y a la campagne d'Égypte. Bon, la campagne d'Égypte c'était stylé, mais j'étais déçu parce en fait la scène avec le tir au canon, en fait on la voit, et après il n'y a plus rien. En fait il revient. Il revient pourquoi? Parce que sa femme est en train de le tromper et tout. Et c'est ce que je vous expliquais, c'est que le scénario repose beaucoup sur sa femme. C'est vraiment sa femme qui dirige vraiment les actions et les batailles ne sont là que pour agrémenter le film et qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Et puis parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des points de passage, quoi. Il n'est pas obligé, il y a certains points de passage qu'il est obligé de faire. Ensuite, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est mon troisième point, c'est que son côté domination sur l'Europe, ça c'est quelque chose qui moi m'a manqué. Par exemple, quand il libère Moscou, quand il arrive à Moscou et que la cité est vide, et qu'après elle finit en feu, bah là on sent pas la domination, parce qu'en fait, il le dit, c'est la cité, elle a été mise en feu toute seule, quoi, entre guillemets. Et donc, tu sens pas le côté l'Europe qui est aux abois, qui est vraiment en train de se faire marcher dessus, etc. Pareil, la campagne de Russie, j'étais déçu. Il part, et puis boum, il se rend compte qu'en fait, au final, il est en train de perdre tout le monde, et il revient. J'ai trouvé ça dommage, parce que pourtant, là, on était bien en train de voir les horreurs de la guerre. Mais tu vois, on voit pas, par exemple, on voit aucune psychanalyse sur le passage de Napoléon à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il pense de cet échec? Rien. Ah non, c'est vraiment, la seule chose qui va vraiment l'intéresser, c'est le fait que Joséphine, attention, il y a le tsar de Russie qui s'est pointé, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Il vient forniquer à côté de ma promise, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, c'est comme si cette bataille n'avait pas eu d'intérêt. Et comment tu veux t'intéresser aux batailles si tu ne donnes aucun intérêt, aucun poids? Et ça manque. Parce que comme je vous l'ai dit, vu qu'il a montré que les horreurs de la guerre et pas l'intérêt de faire la guerre, pourquoi? Parce que on fait pas la guerre gratuite, hein. Non, on fait pas la guerre gratuite. Bah là, t'as vraiment l'impression que c'est gratuit. Et ça, je suis pas d'accord. Ça me va pas. Et enfin, dans les points qui m'ont semblé, donc comme je vous le disais, voilà, la violence, tout ça, les couleurs très fades et tout, ça j'en ai beaucoup parlé. Mais s'il y a un point sur lequel, je ne vais pas revenir sur Joséphine, sur donc sa mort, etc., comme je vous l'ai expliqué, mais c'est un personnage que je trouve attachant. Le fait qu'elle puisse pas avoir d'enfant, je trouve que c'est bien fait. Le fait que Napoléon divorce, je trouve que la scène du divorce est violente, machin, etc. Mais c'est un film qui est, je tiens à le préciser, parce que maintenant je peux le dire en partie spoiler, je voulais pas trop le dire en partie no spoil, c'est un film qui est très sexe. Il y a quand même du sexe. Ouais, c'est spécialiste de la levrette, notre ami Napoléon. Bravo, félicitations. Sans que ce soit non plus exceptionnel. Hein, on a vu mieux. Hein, voilà, mais voilà, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça et j'ai été un peu surpris parce que c'est pas suggéré, tu vois. Alors on voit rien. Voilà, on n'est pas dans des trucs trop hardcore, mais quand même, quoi, ça y va. Ça y va. Au galop, on pourrait dire. Mais bon, est-ce que le jeu de mots s'y prête vraiment? Mais voilà. Bref, voilà, je vous ai tout dit. C'est un film donc que j'ai aimé. J'espère que la version longue en fait va apporter ce que j'espère y voir et pas rajouter juste des choses sur la relation Joséphine-Napoléon qui est pour moi suffisamment travaillée. Là, il faut vraiment donner du gras aux autres personnages. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu quand même. J'ai passé un bon moment. D'ailleurs, le film dure 150 minutes, donc il dure 2h30. Je les ai pas tellement vus passer. C'est un film qui passe bien, sans être non plus court, tu vois. Tu sens quand même que tu as passé 2h30 au ciné, mais ça passe bien parce que les scènes. Vu qu'en fait, les scènes s'enchaînent, c'est avec sans forcément de lien, etc. Des fois, c'est un peu dommage. Mais parce que comme je l'ai dit, on manque de contexte, on manque d'expliquer pourquoi l'empereur, pourquoi machin, pourquoi truc. Bon, c'est dommage. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a tellement peu de personnages qui sont développés que dommage. Par exemple, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu d'informations sur David. On voit David en train de peindre son fameux tableau, le tableau légendaire du sacre. Tout le monde, j'espère que vous connaissez l'histoire de ce tableau, évidemment, avec le fait, parce qu'à un moment, en fait, on voit la mère de Napoléon. Tu te dis, ah bah putain, pardon, mais on va le... Hein, il va faire référence. Si d'ailleurs vous voulez savoir comment est-ce que j'ai appris cette anecdote, je l'ai appris dans la... Alors évidemment, je l'ai appris en cours d'histoire, mais la première fois que je l'avais entendu, c'est dans la série Smallville, avec Lex Luthor, qui raconte que David, lorsqu'il discute avec Napoléon de la création de ce tableau,
et ben en fait sa mère ne pouvait pas être présente et donc il a décidé de l'intégrer dans le tableau pour qu'elle soit présente de force. Et, euh, et je trouve ça beau, je trouve que c'est une histoire qui est très belle. Parce que voilà, je trouve que c'est très beau pour ceux qui peuvent avoir perdu un proche, etc. Je trouve que c'est beau de se dire, par exemple, je fais venir quelqu'un de force à un moment où je voudrais que cette personne soit là, qu'elle soit vivante ou pas, on s'en fiche, c'est un tableau de toute façon, donc je la fais venir, je la fais être présente. Ça c'est une histoire, et Lex Luthor le racontait dans la série Smallville. Et ben là, elle apparaît, mais une demi-seconde, juste pour dire bonjour à Joséphine, je crois vraiment, elle lui dit bonjour, et puis elle repart. Et c'est dommage, je pense qu'à un moment donné dans la version longue, j'espère, je pense qu'elle aura des interactions avec Joséphine. Et comme je le dis, ça donnera du gras, parce enfin, ils sortiront du Covid et ils iront discuter avec des gens. Parce qu'il faut sortir du Covid là. Ah putain, le Covid, c'est terrible. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!